au début, lorsque les gynécologues avaient besoin de tester, d'expérimenter et d'avancer dans les recherches, prenaient des femmes mises en esclavage comme cobayes pour justement arriver à la gynécologie moderne. Donc forcément, il y a en fait ce trauma qui est resté dans l'ADN en fait. Non seulement ce n'est pas normal d'avoir mal pendant ses règles, mais ce n'est pas non plus normal de ne pas trouver de solution. Bienvenue dans Transgresser les règles, le premier podcast français entièrement dédié aux douleurs menstruelles qui va te permettre de sortir du flou et de ne plus te sentir seule face à tes douleurs. Et sur ce podcast, en solo, avec d'autres professionnels ou grâce à des témoignages de personnes concernées, je vais te parler des douleurs menstruelles. Tu vas mieux comprendre ce qui se passe dans ton corps, découvrir de nouvelles solutions et entendre que d'autres s'en ont sortis en trouvant leur propre chemin. Je suis Maud Renard, j'ai créé la méthode Gynémotion pour te permettre de diminuer tes douleurs gynécologiques. Et parce que la douleur n'est pas une fatalité individuelle, mais une question collective, il est grand temps de transgresser les règles. Les fibromes utérins sont certes anodins, ok, mais est-ce qu'on peut quand même trouver des solutions pour apaiser les douleurs qui y sont liées ? Dans les pathologies qui provoquent les douleurs menstruelles, le fibrome reste la cause la plus classique, mais souvent méconnue, car bénigne. Dans l'épisode que tu t'apprêtes à écouter, on donne une statistique de 4 femmes sur 10 qui développeraient un ou des fibromes utérins avant l'âge de 50 ans. Mais j'ai été fouiller un peu plus dans les chiffres pour préparer cette introduction et j'ai finalement trouvé des chiffres encore plus alarmants. Dans plusieurs études, on estime qu'environ 7 femmes blanches sur 10 et 8 à 9 femmes noires sur 10 développeront un fibrome avant l'âge de 50 ans. Alors, même si c'est bénin, c'est-à-dire que c'est sans conséquences graves pour la santé, ça peut quand même bien te pourrir la vie entre douleurs menstruelles, règles hémorragiques, gêne urinaire et intestinale ou encore fatigue chronique, les fibromes utérins sont bénins mais ne sont pas anodins. Pour parler de ce sujet, j'ai interviewé Virginie Noël, qui est naturopathe, spécialisée dans l'accompagnement des personnes atteintes de fibromes utérins. J'ai rencontré Virginie via son podcast, qui est exclusivement dédié aux fibromes utérins, et en l'écoutant régulièrement depuis plusieurs années, j'ai appris plein de choses passionnantes sur ces fameux fibromes. Dans cet épisode, on va parler de fibromes, bien sûr, mais surtout de tout ce qu'on ne t'explique pas toujours dessus. Comment reconnaître certains signes qui devraient alerter, pourquoi les douleurs peuvent devenir si invalidantes, quels facteurs de nos modes de vie peuvent influencer leur évolution, et pourquoi certaines dimensions émotionnelles et relationnelles méritent aussi d'être prises en compte sans jamais remplacer un suivi médical. Nous aborderons également un sujet encore trop peu connu, pourquoi les femmes noires sont beaucoup plus touchées par les fibromes que les femmes blanches, et comment l'histoire de la gynécologie moderne continue encore aujourd'hui d'avoir des répercussions sur leur prise en charge. Si tu souffres de douleurs menstruelles depuis des années, que tu as l'impression d'avoir tout essayé ou que tu cherches simplement à mieux comprendre ce qui se passe dans ton corps, cet épisode pourrait bien t'ouvrir de nouvelles pistes de réflexion. Je remercie encore Virginie Noël pour toutes ses réponses et je te souhaite une bonne écoute. On va commencer par le commencement, c'est-à-dire que tu es naturopathe spécialisée dans les fibromes utérins. Et du coup, ma première question, c'est qu'est-ce qui t'a amené à te spécialiser sur ce sujet vraiment précisément ? Je vais partir un petit peu de mon histoire personnelle. C'est que moi, j'ai pas toujours une relation ami-ami avec mon cycle menstruel à la base. Donc, comme on parle de menstruation, donc je vais te raconter un petit peu mon histoire si tu me le permets. Oui, avec plaisir. Ça fait partie de la deuxième question, donc allons-y. Ok. Donc, en fait, j'ai eu mes premières règles vers l'âge de 10 ans et je t'avoue que je me rappelle plus du contexte. Je sais que je l'ai dit à ma maman, mais ça s'arrête là. Et au fil des années, c'est là que j'ai commencé en fait à être enquiquinée, on va dire ça, parce que c'est vraiment comme ça que je le ressentais, c'est à avoir des douleurs menstruelles. Alors, au point de rester allongée dans ma chambre, dans le noir, sur le lit en silence. Parce que c'était mon seul moyen d'attendre que ça se passe, que ça passe en fait, que la douleur passe. Ok, t'avais remarqué que c'était ça qui soulageait, qui apaisait. Waouh. Et Oui. t'étais à combien du coup ? Enfin, j'aime bien poser cette question sur une échelle de 0 à 10, tu réussis à te souvenir. T'étais à combien ? Comment ça se passait ? Je dirais à 8 sur 10 quand ouais. même. Ouais. En plus, j'étais migraineuse, donc ça n'arrangeait pas les choses. C'est pour ça, en fait, le fait d'être dans le noir, d'être dans le calme, ça m'apaisait aussi par rapport à mes migraines. D'accord.
Et donc, ça a duré pendant des années jusqu'à l'âge de 16 ans où je pense que ma mère, elle savait pas trop quoi faire. Et elle m'a emmenée pour la première fois chez une gynécologue. Donc, je t'avoue que j'avais une appréhension parce que c'est ma première fois. Je savais que il y a eu peut-être montrer mon intimité. Donc, il y avait cette gêne, en fait. Le fait de me dévoiler à une inconnue, hein, même si Bien sûr. ça reste une professionnelle de santé. Et le fait que ma mère aussi était présente. Donc, ça faisait double gêne. C'est vrai qu'avec le recul, elle m'a pas forcément proposé la bonne solution. Elle m'a proposé la pilule contraceptive comme souvent le font beaucoup de médecins, même en 2026. Et avec le recul, ce qui me choque, c'est qu'on puisse donner, en fait, prescrire la pilule aussi facilement, alors que dans le mot même, contraceptive, c'est une pilule contraceptive, c'est un moyen de contraception. Donc, donner dès l'âge de 16 ans une pilule à une jeune fille qui n'a pas de relation intime pour, soi-disant, réguler ses règles ou apaiser ses douleurs, pour moi, c'est du non-sens. Mais ça, je peux le dire que maintenant. Parce que j'étais dans l'ignorance. À part les cours d'SVT, on nous apprend pas, en fait. Déjà, il n'y avait pas forcément cette relation avec ma maman. Ben voilà, comment ça se passe et tout. Parce qu'elle-même, elle n'a pas appris. Donc, c'est difficile d'avoir une conversation ou d'éduquer ou de sensibiliser si toi-même, tu ne l'as pas été, en fait. C'est un peu compliqué. Et donc, pour moi, avoir les règles, c'était comme une punition, vraiment. Je me disais parfois, mais j'aurais voulu être un homme à ce point-là. Je dis, mais pourquoi on est obligé de souffrir? Tu as vu jusqu'où va la réflexion, en fait, Ouais, ouais. à cause de ce manque de sensibilisation et je dirais l'ignorance de savoir comment fonctionne son propre corps, comment fonctionne son cycle pour qu'on a les règles. Tous ces questionnements que les filles, les jeunes filles se posent et même les femmes plus tard, il y a pas d'âge en fait pour apprendre, hein. Il n'est jamais trop tard. Et c'est vraiment à partir de cet épisode-là, parce que je te parle des douleurs menstruelles, parce que on va rester centré dessus, mais c'est pas tout, hein. J'avais des règles abondantes, Ah j'avais oui. des règles irrégulières, j'avais des règles absentes. Donc en fait, la pilule est juste venue masquer en fait le problème. Oui, donc là, plus de douleur, t'as plus de douleur pendant le temps de cette prise de pilule, quoi. Alors, je dirais pas que j'ai plus eu de douleur, ce Ok. serait mentir. Ouais. C'était atténué. Hmm. Pourquoi je te dis ça? Parce que je me rappelle que même après vers la vingtaine, je souffrais encore de douleurs menstruelles où j'étais obligée de m'allonger dans le noir, dans le calme, fallait pas me déranger. Donc en fait, ça a duré pendant des années. Et au fur et à mesure, la douleur s'est apaisée, elle s'est adoucie. Mais ok, j'avais ce problème-là de régler. Mais au moment où moi j'ai voulu avoir mon premier enfant, c'est là où j'ai compris que la pilule n'avait fait que penser en fait le problème. Et là encore une fois, j'ai été accompagnée par un autre gynécologue. Et là, pour réguler en fait mon cycle, qui était parce que j'avais aussi des kystes ovariens, c'était encore des pilules, etc. Et vraiment, quand j'ai pris conscience que c'était pas, qu'il y avait certainement d'autres solutions, c'est lorsque j'ai été enceinte de mon premier garçon, je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de me rapprocher davantage à des choses beaucoup plus naturelles. Parce que j'avais cette conscience, j'ai eu cette prise de conscience que tout ce que j'ingérais, que ce soit physiquement ou émotionnellement, allait impacter en fait ce petit être qui était en train de se construire. Et c'est là qu'a été ma prise de conscience. Cette responsabilité en fait de la future maman qui ne prenait plus les choses à la légère dès lors qu'elle a su qu'elle était enceinte. C'est ça le déclic. Ok. Ah, c'est fou parce que c'est d'un seul coup de désaxer. Là, tu prenais, au-delà de prendre soin de toi, tu prenais soin de quelqu'un d'autre et d'un seul coup, tu dis, ok, en fait, il faut quand même que je prenne soin de moi. Exactement. C'est Hmm. exactement ça. Je prenais soin de deux personnes. Ouais. Mais la première personne qui avait en fait le levier d'action, c'était moi. C'est vraiment comme ça que je me suis rapprochée. J'ai d'abord été autodidacte parce que je Ouais. suis de nature curieuse et j'aime bien apprendre, j'aime bien voir de différentes façons. Donc, j'ai d'abord commencé avec les huiles essentielles. J'ai commencé avec les plantes et puis avec mon alimentation au fur et à mesure. J'apprenais, je découvrais, je lisais. Et à l'époque, bon, même si ça, il va avoir 16 ans, tu vois, il y avait quand même de quoi s'informer. Hmm. Donc c'est vraiment comme ça
que ça s'est passé. Et donc, Ok. ça fait, je me dis, mais je vois que ce que je fais, tu vois, en changeant, en faisant des petites modifications dans mon hygiène de vie, je voyais les effets positifs sur mon corps, par exemple au niveau de ma peau, au niveau de l'énergie. Et donc, je me suis dit, ah ouais, juste en réajustant de trois petites choses, ben, ça fait ça à mon corps. Donc, j'étais aussi dans l'analyse. Et je me suis dit, ben, je pense qu'il faudrait peut-être approfondir tes connaissances et bah, te former de manière vraiment sérieuse. Hmm. D'où la naturopathie, du coup. Exactement. Et ça encore, ça s'est fait des années après, hein. Ah Entre ouais. le déclic de me former et le passage à l'action, tiens-toi bien, Maude, il s'est passé une dizaine d'années. Ah oui, ok. Ah oui. Prise de conscience lente. Voilà. Mais Mais une prise de fois, conscience quand même, quoi. oui, mais une fois que je suis passée à l'action, franchement, j'ai été agréablement surprise de voir en fait la puissance en fait de notre corps et que jusqu'à maintenant, tous mes symptômes, c'était que des signaux en fait, que c'était des messages de mon corps. Mais ça, je le savais pas. Hmm. Eh oui. Je ne le savais pas. Ouais, donc tu as pris conscience quand même de tout un tas de choses, enfin oui, surtout ces signaux qui donnent des informations sur l'ensemble de ton état en fait, ton état de santé physique, psychique, c'est important. Ok. Exactement. Et comment alors, du coup, tu en es arrivé au fibrome utérin? En fait, quand j'ai commencé ben, à exercer, c'est là où j'ai compris qu'il y avait vraiment un manquement au niveau des femmes, parce que j'ai Hmm. d'abord commencé en fait à appliquer la naturopathie à travers les massages, à travers le toucher, puisque en fait ben, la naturopathie englobe plusieurs outils. Et celui qui m'a le plus attiré au début, c'était vraiment le toucher. Et les femmes, ben, il y avait ce temps d'échange avant de pratiquer le massage, mais comment elles se sentaient. Et souvent, ce qui ressortait, c'était les complications qu'elles pouvaient avoir lors de leur cycle menstruel. Et je me suis dit, mais c'est pas possible qu'il y ait autant de femmes qui souffrent autant en fait. J'ai dit, il y a quelque chose là à aller explorer. Et plus j'avançais et plus le nombre de femmes augmentait. Et en fait, le fibrome est venu à moi parce que c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'il y avait aussi beaucoup de femmes qui avaient des fibromes et des problèmes d'infertilité. Et des femmes qui arrivaient en fait, tu sais, elles étaient déconnectées aussi de leur corps. Il y avait le rapport au corps et juste le toucher. Eh bien, certaines, c'est comme une libération aussi. Certaines pleuraient parce que certaines se livraient à moi parce que c'était vraiment un moment d'intimité. Elles me confiaient leur corps. Elles se sentaient en sécurité aussi. Donc, elles se sentaient aussi en sécurité de libérer la parole. Hmm. Encore une fois, plus j'avançais et plus je rencontrais de plus en plus de femmes. Et c'est là que j'ai commencé à me renseigner en fait sur les fibromes. Je me suis dit, mais pourquoi je n'entends pas parler? Hmm. Et voilà, j'ai commencé mes recherches. J'ai fait, ah bon, il y a autant de femmes qui sont impactées? Ah bon, c'est la problématique féminine qui déclenche le plus d'hystérectomie en France? Ah bon? Et dans le monde? Tu vois, à chaque fois que je voyais des chiffres, surtout alarmants, je me dis, mais pourquoi je n'en ai jamais entendu parler? Hmm. Alors que c'est en fait assez commun. C'est une des Exactement. maladies gynécologiques qui est assez commune. J'ai pas les chiffres, je sais pas si tu les as, toi. Alors, c'est vrai que il y a encore du boulot à faire au niveau des statistiques, mais c'est Ouais, au moins 4 femmes sur 10 ouais, qui sont c'est impactées. Et en fait, il y a à peu près 70 000 à 75 000, bon, ça dépend des années, allez, entre 65 000 et 75 000 hystérectomies en France. Et Hmm. la majorité sont liées en fait à des fibromes. Ok. Waouh. Ah oui, c'est énorme. C'est 75 énorme. 000 hystérectomies. Ouais. Ok. Et du coup, si on rentre dans le cœur du sujet des fibromes, comment tu définirais un fibrome à quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler, là, si les gens nous écoutent, qui disent qu'est-ce que c'est que ça? Bien sûr, un fibrome utérin, en fait, c'est une boule de muscle qui va grossir, en fait, à l'intérieur ou à l'extérieur de la cavité utérine. Donc, c'est vraiment lié à l'utérus. Ok. Et en fait, il faut savoir que le fibrome utérin est multifactoriel. Donc, ça va dépendre de plusieurs facteurs. Donc, ça peut être l'alimentation, ça peut être aussi tout ce qui est émotionnel, les blessures émotionnelles. Ça peut être si la personne est en surpoids, la génétique, le niveau de stress, Hmm. On va puisque en reparler. oui, parce que le premier facteur
le premier facteur qui va faire qu'il y aura un développement des fibromes utérins, c'est le déséquilibre hormonal. Ok. Donc, le déséquilibre des hormones sexuelles. Hmm. En fait, les fibromes vont être nourris par l'excès d'œstrogène. D'accord, ok. Mais alors attends, si je comprends bien, là, c'est vraiment que du muscle. C'est Oui, un bout du muscle, parce que l'utérus est un muscle, il y a une partie oui, musculaire de l'utérus, et c'est cette partie-là qui, je vais oui, mettre le mot dégénérer, qui dégénère et oui, qui d'un seul coup se dit, ok, vas-y, je vais me exactement. développer, je vais faire plein de trucs qu'avec, je vais me faire une grosse boule d'un côté, quoi. Exactement. Ça Ok, va faire des grosses boules ou une ok, boule ou plusieurs boules. Et en ok. fait, à l'endroit où ça sera situé dans l'utérus, ben, ça va déclencher certains symptômes où ça va, comment dire, ça va donner des difficultés pour la fertilité, voilà, Ok, pour ok. l'anidation de l'œuf. D'accord. Alors attends, parce que j'ai plein de questions. Mais donc du coup, la Ouais. première, ça serait dû principalement à un excès d'œstrogène qui fait qu'à un endroit, il y a trop d'œstrogène dans l'utérus. Dans l'utérus ou dans le sang. Parce qu'il faut savoir que Ouais. les hormones circulent dans le sang. Mhm, Donc, en fait, ça va venir d'un déséquilibre, c'est le déséquilibre majeur. En mhm. fait, lorsqu'on a des fibromes, on a remarqué que le premier déséquilibre, c'est hormonal. C'est vraiment un dérèglement hormonal. Et ce dérèglement va se faire de plusieurs façons. Ça va se faire à travers son mode de vie, à travers son alimentation. Si on a une alimentation qui est inflammatoire, par exemple, on mange beaucoup de choses grasses ou beaucoup de fast-food, une Hmm. alimentation qui n'est pas équilibrée tout simplement. Ouais. Ben, ça va venir déséquilibrer les hormones. Ça va être aussi le stress. Si on a un niveau de stress hyper élevé, tu le sais, Maud, ben, Oui. ça va sécréter du cortisol, l'hormone du stress, et Ouais. forcément, ça va venir accentuer en fait le stress. Si on dort pas bien, en fait, c'est vraiment chaque facteur de vie. D'accord. Si on a en fait, on est dans un travail hyper stressant. Hmm. Donc il y a les relations toxiques au niveau privé, au niveau professionnel, tout ça, ça va venir jouer. Il y a aussi en fait le bagage émotionnel qu'on porte inconsciemment. Hmm. On a remarqué que certaines la lignée de femmes, en fait, porte aussi les blessures des autres femmes. Donc si ça n'a pas été libéré émotionnellement, forcément on en hérite. Hmm. Oui. Juste pour revenir sur physiquement, comment on peut repérer qu'on a un fibrome ou des fibromes. Je pense aux personnes qui sont en errance de diagnostic ou voilà, qui ont des difficultés à comprendre pourquoi elles ont des douleurs menstruelles. Comment on peut se dire, ah tiens, peut-être que c'est un fibrome, peut-être que je pourrais, peut-être que c'est cette direction-là que je peux prendre. Alors, on peut ressentir le fibrome au toucher. D'accord. Alors, certaines femmes ont des fibromes tellement volumineux qu'elles peuvent ressembler à des femmes enceintes de 5 mois. Ah oui, donc là, c'est des gros fibromes, là. Oui, oui, J'ai un souvenir, moi, d'avoir accompagné des personnes qui, je sais pas, ont des fibromes de 8-10 centimètres. Là, 5 mois, ça me semble énorme comme... oui. Ça peut aller jusqu'à combien de centimètres, un fibrome? Ah, il y a des femmes qui ont des fibromes de 20 centimètres, hein. Ah oui, c'est énorme. Oui. En fait, le Ouais. fibrome va prendre la place d'un bébé. Et donc, comme l'utérus va être déformé, Hmm. bah, le fibrome va chercher de la place. Il va comprimer les organes autour. Donc, il va comprimer l'utérus, il va comprimer les intestins, il va compresser aussi la vessie. Donc, il va chercher de la place. Et c'est rare, en fait, que les femmes qui ont un gros fibrome aient un ventre plat, puisqu'en fait, Hmm. il prend de la place. Donc, ça va se voir à l'extérieur. Donc, ça se voit à l'extérieur et ça se sent au toucher parce que ça peut être très, très dur. Si une femme ressent que elle a le ventre très très dur, qu'elle ressent une boule et que c'est permanent, ça peut être un fibrome. Ok, ok. Donc déjà ça alerte. Ouais. Ensuite, pour ceux qui ne se voient pas, parce qu'il y a des petits fibromes et la femme n'a pas le ventre déformé, ça va se remarquer à travers certains symptômes bien spécifiques, notamment les règles abondantes, voire hémorragiques. Hmm. Une femme qui change de serviette menstruelle tous les quarts d'heure, toutes les 30 minutes ou toutes les heures, il faut s'alerter. Il y a quelque chose Hmm. qui ne va pas. C'est pas normal. Déjà, d'une part, ce n'est pas normal. Une femme qui a des douleurs menstruelles au point d'être pliée en deux ou elle est incapable de faire quoi que ce soit, ce n'est pas normal. Ça fait aussi partie des principaux symptômes. Il y a aussi une fatigue chronique
Une femme qui a du mal à monter les escaliers, qui est déjà essoufflée, elle est peut-être carencée, elle est peut-être anémiée. Puisque si elle a des règles hémorragiques, forcément, en fait, le lien, c'est que elle aura cette fatigue et faudra peut-être faire un bilan sanguin pour voir son niveau de fer et toutes les carences qu'elle peut avoir. Okay. Donc voilà, ce sont les principaux symptômes qu'on peut retenir, mais ça peut passer aussi par des problèmes digestifs, ça peut passer aussi par des problèmes urinaires. Une femme qui va aux toilettes toutes les 30 minutes, ah oui. Ce n'est pas normal, parce que le fibrome va venir compresser en fait la vessie. Ah oui, c'est-à-dire qu'en fonction de où est-ce qu'il est placé, si c'est un côté vessie, côté rectum, côté exactement. en haut, plutôt côté intestin, il va y avoir des symptômes un peu différents, mais en fait, en gros, ça va appuyer un peu partout, quoi. Exactement, ça va venir comprimer tous les organes autour. Et donc, ça fait que certaines femmes, par exemple, elles vont manger très peu. Elles me disent, je n'ai pas faim, parce que ça va venir comprimer l'estomac, par exemple. Elles auront des nausées, parce qu'elles disent, mais je n'arrive pas à manger, j'ai des nausées. Chaque fois que je mange, j'ai des remontées gastriques. Parce qu'il y a le fibrome qui compresse. Il y a des femmes aussi qui vont être comprimées au niveau des veines. Donc, ce sera des veines pelviennes. Donc, ça va venir faire de la congestion. Et donc, elles auront des problèmes de circulation au niveau des jambes. D'accord. Tout ça dû au fibrome, quoi. Ah oui, c'est juste un exemple, mais il y en a encore plein d'autres parce qu'il y a des fibromes qu'on n'associe pas forcément au fibrome. Par exemple, tout ce qui est congestion pelvienne. Parfois, les médecins ne font pas forcément le lien avec les fibromes. Ok. Ça va être, par exemple, une personne, tout ce qui est maladie cardiovasculaire, on ne va pas faire le lien aussi également. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails parce que ça va être d'ordre médical, mais ce sont des exemples de symptômes dont on ne fait pas forcément le lien avec les fibromes. Ouais, d'accord. Par exemple. Et pour le diagnostic, comment on fait est-ce qu'une échographie pelvienne suffit? Est-ce qu'il faut passer un IRM? Est-ce qu'il faut aller voir un spécialiste ou une spécialiste du fibrome? Comment ça se passe, tu sais? Tu peux nous expliquer? Alors déjà, il n'existe pas beaucoup de spécialistes de fibrome. Ok. C'est le ou la gynécologue, quoi. Oui, voilà. Okay. Après, il existe de plus en plus d'hôpitaux spécialisés, de cliniques, mais c'est au fur et à mesure. Donc, c'est d'abord, pourquoi pas son médecin traitant, son gynécologue, qui va prescrire une échographie, effectivement, tu as raison, ou une IRM. Ok, les deux. Soit les deux, ou soit l'un ou l'autre. Parfois, juste avec l'échographie pelvienne, juste avec une échographie, on peut voir apparaître les fibromes. Mais parfois, ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que parfois, les fibromes sont tellement petits, par exemple 2 à 3 mm, qu'on peut ne pas les voir lors des examens. D'accord. Okay. Surtout s'ils sont asymptomatiques. J'ai oublié de le préciser, tous les fibromes ne sont pas symptomatiques. Il y a des femmes qui peuvent vivre avec un ou plusieurs fibromes pendant des années sans aucun symptôme. Ah oui, d'accord. Et qui le découvrent, je sais pas, par un truc de contrôle, une écho de contrôle ou quelque chose comme ça? Exactement, c'est exactement ça, oui. Donc, il y a 2 catégories, les femmes qui auront un fibrome asymptomatique qui vont vraiment le découvrir par hasard et celles qui vont se dire mais il y a quelque chose qui ne va pas, je me sens fatiguée, j'ai des douleurs menstruelles, etc. Et bien là, elles iront voir le médecin. Mais en fait, je me fais l'avocat du diable, hein, là, clairement. Mais est-ce que les fibromes asymptomatiques, est-ce que c'est grave de ne pas savoir qu'on en a et est-ce que ça a des conséquences, tu vois, ou pas? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question, tu sais pourquoi? Avant, j'avais tendance à dire que si le fibrome ne cause pas de symptômes, on le laisse tranquille. Oui, j'aurais tendance aussi à dire ça. Voilà. Mais je vois ton mais arriver. Voilà, j'ai changé ma façon de penser parce que c'est dans la prévention qu'on va éviter qu'il se développe davantage et qu'il cause des symptômes. Parce qu'on peut avoir un choc émotionnel et tout d'un coup, les fibromes se mettent à se développer. D'accord. Parce qu'on aura un niveau de stress tellement élevé que ça va se manifester par un déséquilibre hormonal extrême. D'accord. Donc, être dans la prévention, c'est la meilleure chose qui soit qu'on ait des fibromes symptomatiques ou asymptomatiques. D'accord. Okay. Parce que ce n'est pas parce qu'ils sont asymptomatiques que ça veut dire qu'on n'aura pas de symptômes, par exemple, à l'aube de la ménopause, par exemple. Ouais. Il y a des fibromes qui se déclenchent lorsque les femmes arrivent à la ménopause. Mais je ne comprends pas, je n'ai jamais eu aucun problème et tout d'un coup,
Ah ben, je commence à avoir plein de symptômes, je comprends pas. Et pourtant, ça peut paraître aberrant parce que lorsqu'on arrive à la ménopause, les hormones chutent, donc on devrait être plus tranquille. Oui. Mais tu vois, ça ne veut rien dire. Ouais. Oui, oui, et là, effectivement, je repense à ce que tu disais tout à l'heure sur l'excès d'oestrogène. Il y a un moment donné en périménopause où il y a Oui, il y a trop d'oestrogène qui fait que ça peut aussi déclencher certaines choses, quoi. exactement. Pour en revenir aux douleurs menstruelles vraiment spécifiquement, est-ce que toi tu peux expliquer pourquoi les fibromes utérins peuvent créer des douleurs menstruelles? Enfin, tu vois, je me dis en soi, bon, ok, c'est une boule, en gros, mais qu'est-ce qui provoque la douleur vraiment quand c'est dû au fibrome? Eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu sais, le fibrome, il va prendre de la place. De la Ouais, place qu'il n'est pas censé prendre. Donc, ouais. il va venir comprimer l'utérus et tous les organes autour. Donc, ça va créer un terrain inflammatoire. Ça veut dire, ça va créer en fait une sensation que le corps est toujours en feu. Et ça fait que l'utérus, au lieu de fonctionner normalement, là, il est un peu coincé. Et donc, Hmm. les contractions qui sont censées être plus ou moins fortes vont être accentuées par la présence de fibromes. Et donc, en fait, le fibrome va venir comprimer le bassin aussi. Donc, ça fait que il y aura moins de mobilité. Donc, l'utérus, en quelque sorte, l'utérus va être stressé parce qu'en fait, il y a voilà, un fibrome qui n'est pas censé être là et qui vient déjà prendre toute la place, qui le comprime, qui le déforme. Et donc, ça va juste accentuer les douleurs menstruelles, en fait. Hmm. D'accord. Oui, c'est de l'inflammation sur un endroit qui est déjà... Enfin, Sensible. ouais, sensible de par juste les menstruations qui créent déjà une inflammation naturelle, hein, on s'entend, mais qui Oui. créent une inflammation naturelle. Et... Alors on fait quoi du coup avec tout ça? Maintenant qu'on sait tout ça, c'est quoi les solutions, Virginie? Par quoi on commence pour apaiser tout ça? Alors, moi, je dirais le premier pilier, c'est le reset hormonal. Ok, Pourquoi? ok. Comme on a vu, le fibrome, c'est surtout un déséquilibre hormonal. Mhm. Et tant qu'on vient pas rééquilibrer les hormones, eh bien, on risque d'être à chaque fois, en fait, embêté, enquiquiné, Ok. à avoir des symptômes hyper intenses. Donc, comment D'accord. ça se fait? Ça se fait à travers l'alimentation, une alimentation anti-inflammatoire. Ça se fait avec un meilleur sommeil. En fait, ça se fait avec des petits réajustements dans notre mode de vie, dans notre hygiène de vie de manière générale, au fur et à mesure. Ça va se faire aussi, tu sais, on vit dans un monde où il y a pas mal de perturbateurs endocriniens aussi. Bien sûr. Et ça aussi, ça n'aide pas. Est-ce que tu peux détailler un peu plus que pourquoi les perturbateurs endocriniens peuvent avoir un impact Mhm. sur les oestrogènes? Bien sûr. Alors, les perturbateurs endocriniens, ce sont allez, des substances chimiques. En fait, un perturbateur endocrinien, c'est une substance chimique qui va venir, en fait, donner au cerveau l'indication qu'il y a telle ou telle hormone. Donc, en général, c'est artificiel. Comme la pilule. La pilule, en fait, va donner, en fait, au cerveau que voilà, à tel moment, il faut donner plus d'oestrogène, plus de progestérone, mais ça reste chimique. Hmm. Or, nous, notre corps fonctionne de manière vraiment codée. Tout part du cerveau. Le chef d'orchestre, c'est le cerveau. C'est le cerveau qui détermine à quel moment sécréter telle ou telle hormone, à quelle dose. Tout ça, c'est un message codifié du corps. Et lorsque, en fait, dans notre environnement, alors les perturbateurs endocriniens, ça peut être tout ce qui est produits chimiques, les produits qu'on utilise dans l'agriculture, par exemple. Ça va être les produits qu'on utilise sur la peau, les produits qu'on utilise, par Mais exemple, l'alimentation aussi, dans non? l'alimentation, voilà, dans la cuisine. Hmm. Le plastique qu'on utilise, ça va être... qu'est-ce que ça va être d'autre? Les meubles aussi. Si Ah c'est ouais. c'est pas, si c'est pas du bois. Les vêtements qu'on porte, si ce sont des vêtements synthétiques, ça reste du plastique, les vêtements synthétiques. En fait, les perturbateurs endocriniens sont partout. On ne peut pas les éviter, mais on peut diminuer leur exposition. Donc, quand je parle de reset hormonal, c'est diminuer l'exposition des perturbateurs endocriniens. Ok. Au fur et à mesure, c'est-à-dire que si on a l'habitude d'utiliser des poils en téflon,
Eh bien, on va plutôt privilégier au fur et à mesure, remplacer par des poêles en inox, par exemple. Etc. Si on utilise des cuillères en plastique, mais plutôt utiliser des cuillères en bois ou des cuillères en inox. Ouais, j'entends derrière que c'est quand même qu'on commence par une hygiène de vie un peu plus saine en soi et autour de soi, parce que tu parlais aussi du sommeil, donc il y a plein de choses différentes à mettre en place. Exactement. Et quand je parle aussi de reset hormonal, je parle aussi des relations. J'inclus les relations. Ok. Oui, parce que si on est dans son couple ou si on est dans une relation toxique, je ne vois pas comment on peut aller mieux si on ne se sent pas en sécurité aussi. Il y a cette notion de sécurité dans son corps aussi également. Ok. Je trouve ça hyper intéressant, hyper pertinent d'intégrer les relations dans tout ça. Mais j'imagine que ça ne vient pas de nulle part, j'imagine que c'est expérientiel, enfin que tu le vois au quotidien. Est-ce que tu as observé des schémas émotionnels ou des vécus communs que tu as chez les femmes que tu accompagnes, chez les personnes que tu accompagnes? Oui, bien sûr. En fait, j'ai un profil qui se dessine. Bon, c'est de manière générale, il ne faut pas prendre ça comme acquis. Oui, mais je vais le réinciter. Tout ceci est de manière empirique. Il n'y a rien de scientifique. Enfin, il n'y a rien. Si, bien sûr, le stress chronique, etc. Tout ça, oui. ça explique. Hein. Mais là, dont on va parler, c'est des vécus. Donc, c'est pas un vécu spécifique. Oui, tout à fait. Mais c'est une surreprésentation des personnes qui viennent te voir vont avoir certains vécus en commun. Oui. Alors souvent, les femmes qui viennent me voir ont cette posture de femme forte. Ok. La posture de femme forte, c'est elle qui porte tout. Que ce soit dans la famille, dans le couple, au travail et même au niveau des amitiés. Donc, elle va faire plaisir d'abord aux autres avant de prendre soin d'elle. Et quel est le rapport? C'est que, en fait, comme elles n'ont pas appris à lâcher prise, à prendre soin d'elles, elles sont toujours en mode survie. Et donc, ce mode survie va faire que elles vont être aussi parfois dans des relations où elles ne se sentent pas respectées, elles ne se sentent pas écoutées. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est dans cette posture de femme forte, on sera toujours là à porter secours, même quand on n'en a pas envie, en fait. Où les personnes ont tellement l'habitude qu'on soit toujours présente qu'elles vont prendre cette habitude de tout le temps compter, en fait, sur nous, sur ces femmes. Non, mais j'entends derrière que... et puis, t'es pas la première que j'interviewe à dire ça, quoi. C'est vraiment cette notion de prendre soin de tout le monde, de prendre soin des autres et pas de poser ses limites à soi, en fait. Il y a ça derrière qui est aussi important et que j'ai l'impression qu'on retrouve chez beaucoup de personnes qui ont des douleurs menstruelles. Exactement. Et donc, ça va venir créer un déséquilibre. Créer un déséquilibre entre ses propres limites et les limites des autres qui en abusent. Voilà, en fait. Ouais. Donc, pour moi, c'est une relation qui est déséquilibrée. Et pour moi, ça fait partie des relations toxiques, en fait. Une relation toxique, c'est lorsque ce n'est pas équilibré et qu'en fait, il y a l'un ou l'autre qui est désavantagé. Donc, c'est un exemple concret. Après, ce sont des femmes aussi qui vont être actives aussi. C'est-à-dire des femmes qui ont un niveau de vie qui n'aiment pas rester là, en fait, qui sont parfois multipotentielles, qui touchent à plein de choses, qui ont besoin d'être dans leur créativité, qui créent des projets, mais justement aussi qui n'arrivent pas à aller jusqu'au bout. Parce que si on regarde la symbolique du fibrome, le fibrome, forcément, c'est lié à la maternité. Forcément? Ah ouais? C'est quelque chose... C'est quelque chose que j'ai remarqué. Oui, ouais, oui. Pour toi, c'est ça? Oui, pour moi. Oui, ok, oui. Ok. Donc, oui, c'est moi qui le dis. Hein. C'est intéressant. Vas-y, raconte-nous. C'est lié à la maternité parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, certaines femmes ont un ventre tellement gros qu'on a l'impression qu'elles sont enceintes. Donc, le fibrome va venir se substituer et faire comme si c'était un enfant qu'elle portait, mais ça peut être un projet qu'elle n'a jamais osé lancer. Oui, c'est enfant et maternité au sens large, quoi. T'es en train exactement. C'est ça, quoi. Ok. Oui. Ouais. Voilà. Donc, c'est aussi ce que je remarque, c'est qu'est-ce qu'elle n'ose pas, en fait, faire? Qu'est-ce qu'elle n'ose pas dire? Il y a quelque chose qui reste coincé, en fait, au niveau de l'utérus.
Et au niveau des émotions également. Ouais, j'allais te dire, en fait, tu accordes une grande place en fait aux émotions dans l'apparition des fibromes. Ah, totalement. Mais en fait, pour moi, on ne peut pas dissocier les deux. Ok. Parce qu'il y a tout l'aspect physique, les symptômes physiques, mais il y a tout l'aspect psychique, mental et émotionnel qui a un retentissement énorme. Parce que, je te donne un exemple. Une femme qui a des douleurs menstruelles, elle aura une charge mentale parce que elle aura le regard des autres de cette femme qui est toujours malade, qui a toujours un problème, qui ne va jamais bien, qui prend tout le temps des congés, qui est tout le temps en arrêt maladie, parce qu'elle est en incapacité d'être apte. Donc, il y a ce côté relation au corps, ça remet en cause l'estime de soi, la confiance en soi, il y a le regard des autres, il y a le sentiment de culpabilité, le sentiment d'injustice, la colère, la frustration. On ne peut pas, en fait, ne pas prendre en compte ce qu'elle ressent. Certaines femmes viennent, elles me disent, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Est-ce que c'est une punition d'avoir des fibromes? Elles se sentent coupables, quoi. Tout à fait. Donc, je ne peux pas, en fait, ne pas prendre ça en compte. Et qu'est-ce que tu leur réponds? Comment tu fais, toi, pour apaiser toutes ces émotions-là? Bah déjà, j'ai été formée en libération émotionnelle. Ok. Donc, la libération émotionnelle, pour moi, ça commence toujours par une prise de conscience. Ok. Aller chercher, en fait, le trauma racine. Qu'est-ce qui fait qu'elle a toujours des schémas répétitifs? Ok. Qu'est-ce qui fait qu'elle ressente telle ou telle émotion? Oui, là, on est bien au-delà de la naturopathie, on est d'accord? Oui, tout à fait. Oui, je ne me suis pas formée uniquement à la naturopathie. Oui, c'est ça, que le perturbateur endocrinien, c'est quelque chose, mais là, on part vraiment loin. Oui, Ouais. là, on part dans tout ce qui est émotionnel. Parce que, par exemple, la médecine conventionnelle va rester, en fait, que sur les symptômes physiques. Elle va, en fait, venir apporter une solution provisoire, une solution pour penser un bobo. Mais le fait de juste poser, en fait, on a une blessure, on va poser un pansement. Mais parfois, la blessure, elle ne cicatrise pas, en fait. Oui. On a beau changer le pansement, bah, la blessure, elle est toujours là. C'est que on est resté en surface, on n'est pas parti à la racine du problème. Et c'est là où mes autres outils vont venir, en fait, à aller un peu plus loin, à creuser, en fait, d'où ça peut venir. Et le constat, c'est que souvent, ce sont des schémas inconscients qui ne viennent pas forcément d'elle. Ce sont des choses, en fait, que la lignée a vécues, que ce soit la lignée maternelle ou la lignée paternelle. Okay. Donc, en fait, dans la lignée, ce qui sera vécu, c'est, par exemple, ça peut être un avortement qui a été fait, un enfant mort-né, ça va être aussi des violences sexuelles également. Okay. Donc, tout ça fait que le corps imprime et que si cette personne n'a pas pris le temps ou n'a pas eu les outils ou l'opportunité de se libérer, bien, c'est transmis en fait de génération en génération et ça s'appelle l'épigénétique. C'est vraiment prouvé scientifiquement en fait. Et d'ailleurs, concernant les femmes noires, il faut savoir que la mise en esclavage a créé pas mal de traumas. Merci d'en parler parce que justement je voulais sensibiliser par rapport à ça. Le fibrome touche 3 à 4 fois plus les femmes noires que les autres femmes. Oui. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi? Et là bien sûr tu viens de soulever un gros point qui est l'esclavagisme. Explique-nous. Alors déjà je vais parler des origines de la gynécologie. Je trouve que c'est important de parler des faits. Je vais être très factuelle. Vas-y, j'en ai des voilà. Je sais ce que tu vas dire, je pense, donc vas-y. Il faut savoir que au début, lorsque les gynécologues avaient besoin de tester, d'expérimenter et d'avancer dans les recherches, prenaient des femmes, des jeunes femmes mises en esclavage comme cobayes. Elles étaient mises à nu devant des hommes. Et surtout, sans autorisation, elles étaient en fait dépossédées de leur corps et dépossédées de leur intimité. Et surtout, certaines ont subi des opérations sans anesthésie. C'est là où l'atrocité de la chose donne des frissons.
elles ont subi des multiples opérations dans leur intimité pour justement arriver à la gynécologie moderne. Ouais. Et par exemple, le spéculum, eh bien, a été testé en fait au début, sur les femmes mises en esclavage. Donc forcément, il y a en fait ce trauma qui est resté dans l'ADN en fait. Merci à toi de le soulever. C'est important de rappeler ça et de ne pas oublier d'où vient la gynécologie et des tortures en fait que ces femmes ont subies. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut savoir que les femmes qui étaient mises en esclavage, donc les femmes noires, étaient dépossédées aussi de leurs enfants. C'est-à-dire qu'il y avait des femmes qui avaient comme rôle que d'enfanter. Donc, elles enfantaient et elles pouvaient parfois allaiter quand c'était possible. Parce que parfois, en fait, l'allaitement était donné en priorité aux jeunes enfants des maîtres. Et donc, parfois, certaines devaient... C'est pas parce qu'elles le voulaient, mais leur bébé mourait parce qu'il n'était pas allaité correctement, en fait, parce que la priorité était donnée aux enfants des maîtres. Donc, il y a ça aussi, le rapport au corps, le rapport à la féminité. Je trouve que c'est important d'en parler. Et la troisième chose, tout ça a été développé par une docteure américaine, le docteur Digri, qui a vraiment fait des recherches et qui a appelé ça le syndrome post-traumatique de l'esclavage. Ok. Et elle explique à travers ses recherches que tous ces traumatismes ont changé en fait l'ADN en fait des afrodescendants. Et je peux te donner un exemple puisque il y a des recherches qui ont été faites après la Shoah. Il y a des enfants qui n'ont pas subi en fait directement ce traumatisme, mais qui dans leur ADN ça s'est imprégné. Pourtant ils manquaient de rien, notamment au niveau de la nourriture. Et physiquement, ils avaient le corps de personnes qui étaient sous-alimentées ou qui avaient souffert de faim. Donc, c'est pour montrer comment ça a modifié l'ADN de ces enfants. Okay. Donc, de la même manière qu'il y a des études beaucoup plus poussées sur cette période concernant... la population juive, eh bien, il y a quand même ce docteur, heureusement qu'elle existe, mais qu'il n'y a pas beaucoup encore il y a de plus en plus, mais ça reste quand même limité, sur le traumatisme de la mise en esclavage. Ouais, du stress post-traumatique de la mise en esclavage. Dans un épisode du podcast, tu soulèves aussi justement tout ce qui est perturbateur endocrinien par rapport aux femmes noires. Est-ce que tu peux un peu plus expliquer également tout ça ? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, en fait, les femmes noires ont aussi cette posture qu'elles doivent adopter. Déjà, elles ont cette posture de femme forte, mais l'environnement, la société fait que elles sont tout le temps en alerte. En fait, elles sont en hypervigilance. Comme le comportement sera axé sur leur couleur de peau, forcément, elles vont devoir faire attention à certaines choses. Et ça me fait penser au syndrome méditerranéen. D'où ça vient, ce syndrome méditerranéen ? Ça, c'est important d'en parler parce que ce syndrome vient d'une forte croyance que les femmes noires, que les femmes racisées ont cette faculté surhumaine de supporter davantage les douleurs. Donc, comme cette croyance est ancrée depuis des siècles et des siècles, notamment par rapport à la gynécologie du passé, puisqu'elle subissait des opérations sans anesthésie. Donc, quand une femme se présente et qu'elle dit qu'elle a des douleurs menstruelles, qu'elle a ci, qu'elle a ça, eh bien, elle ne sera pas prise en compte, en fait. Ces douleurs seront minimisées. Ouais, ça c'est hallucinant. Maintenant, ça a été quand même bien démontré qu'il y a un biais vraiment de la part de beaucoup, pas tous, mais quand même beaucoup de soignants, de ce regard de non, mais en fait, elle exagère, quoi. Il y a vraiment cette notion-là. Exactement. Ce qui fait que du coup, effectivement, les personnes sont souvent sous-diagnostiquées parce que en fait, juste, elle exagère d'avoir mal, quoi. Exactement, donc ça fait des retards de diagnostic, ça fait que les femmes ont aussi cette peur d'aller chez le médecin
cette peur de montrer leur intimité, parce que tout ça est ancré inconsciemment finalement. Bien sûr. Et donc, comme il y a cette perte de confiance, elles se sentent pas en sécurité, forcément, ça va créer des comportements de survie et de protection. Elles vont créer des mécanismes de protection, tout simplement, surtout inconsciemment. Ok. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je vais revenir sur la médecine conventionnelle. Tu parlais de ça tout à l'heure, en fait, qui propose quand même des solutions plutôt médicamenteuses et chirurgicales. Comment tu te situes, toi? Comment tu situes ton travail par rapport aux interventions, par rapport aux hystérectomies? Enfin voilà, très souvent la solution c'est ça. Qu'est-ce que toi tu dis de ça quand les femmes arrivent en me disant voilà, on m'a proposé l'hystérectomie? Alors, déjà, je me mets jamais, en fait, entre la médecine conventionnelle, je me positionne pas entre la médecine conventionnelle et les solutions naturelles. En fait, pour moi, j'ai une vision beaucoup plus large où les deux peuvent collaborer ensemble. Je vois vraiment comme une alliance. Et lorsque j'accompagne les femmes, je pars toujours d'un diagnostic. Donc, toujours du diagnostic posé par un médecin, par un professionnel de santé. Je pars toujours de cela. Pourquoi? Parce que ça me permet exactement de savoir où sont situés les fibromes, quelles sont leurs tailles, et ça permet d'avoir en fait un accompagnement beaucoup plus personnalisé et adapté en fait à la femme qui vient me voir. Pour moi, c'est la première étape. C'est essentiel d'aller voir son médecin. La première étape. Je ne dirais jamais à une femme, non, ne va pas voir ton médecin. Arrête de prendre tel ou tel médicament. Je ne suis pas habilitée à le faire. Par contre, je serai beaucoup dans une prise de conscience. Et surtout, je vais leur dire, par exemple, si un médecin propose à une de mes clientes, voilà, l'hystérectomie, je vais toujours lui dire, c'est ton choix personnel. Mais attention, est-ce que tu as conscience des effets secondaires? Parce que parfois, l'hystérectomie peut te soulager, ok, sur le moment, mais les impacts après l'opération peuvent être beaucoup plus graves que les symptômes que tu avais avant. Donc, toujours contrebalancer le pour et le contre. Tu peux nous donner des exemples? Eh bien, lorsqu'on fait une hystérectomie, en fait, ce n'est pas une opération anodine. On enlève un organe entier. Déjà, il y a cette symbolique. C'est l'organe de la féminité, de la maternité et du rapport au corps. Déjà, au niveau émotionnel. Donc, lorsque on prend ce choix de se faire enlever l'utérus, je trouve indispensable de se faire accompagner psychologiquement. Parce que il y a certaines femmes qui sont venues me voir, qui ont subi cette opération et qui me disent « je me sens moins femme » ou « je me sens moins désirable » ou sinon « je regrette d'avoir fait cette opération si je savais ». Et les impacts dont on parle pas souvent, ça peut être tout ce qui concerne l'hypertension. D'accord. C'est-à-dire qu'une femme à qui on enlève l'utérus peut avoir des problèmes après d'hypertension. Elle peut avoir des problèmes au niveau osseux. En fait, pour moi, le corps est bien fait. Chaque organe, en fait, a son rôle. Et un autre effet, ça peut être une mauvaise cicatrisation aussi. Ah ouais. On pense pas souvent, mais ça peut être ça aussi également. Okay. Donc du coup, oui, c'est ça. Toi, ta posture, c'est... Ok, l'hystérectomie, c'est ok, mais en étant bien consciente des conséquences et d'avoir un bon suivi aussi émotionnel et psychique de l'opération, quoi. Exactement. J'ai une précision à donner. Par exemple, il y a des femmes qui souffrent d'endométriose et qui font l'hystérectomie. Oui. Et pourtant, elles continuent à souffrir. C'est pour ça, tout à l'heure, j'ai précisé de faire le pour et le contre du retrait de cet organe. Parce que même lorsqu'on l'enlève, on peut ne pas être soulagé. Et donc, c'est important de poser le maximum de questions à son médecin, au gynécologue, au chirurgien qui va faire l'intervention en amont pour avoir toutes les informations pour pouvoir prendre une décision éclairée et ne pas le regretter après parce qu'il n'y a pas de retour en arrière. Oui. Que ce soit le retrait de l'utérus ou le retrait de l'utérus et des ovaires. Ouais, merci pour toutes ces précisions. Et dans tes accompagnements, du coup, tu vois vraiment des fibromes qui se réduisent, qui disparaissent parce que, on entend beaucoup que la seule solution, c'est soit le retrait du fibrome, soit le retrait de l'utérus. Et que, en fait, un fibrome qui fait déjà 15 cm, jamais
il rediminuera. Moi, je l'ai déjà entendu de personnes qui m'ont dit, de témoignages qui m'ont dit, mon médecin m'a dit que ça diminuerait jamais, que c'est mort, quoi, en gros. C'est vraiment au cas par cas. Mais oui, les fibromes peuvent diminuer en taille. Parce que si on fait tous les réajustements dont on a parlé au niveau de l'hygiène alimentaire et on revoit aussi tous les autres facteurs de vie, eh bien, notre niveau de stress sera moins élevé, l'inflammation sera moins élevée et forcément, le corps va refonctionner normalement. Et on peut voir vraiment des fibromes plus ou moins moyens diminuer en taille, mais sur le long terme. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est pas miraculeux, ça demande de la constance, ça demande de la régularité, ça demande quelques efforts. Ce n'est pas magique. C'est pas on prend des compléments alimentaires, non. Ça englobe tout, ça va englober l'alimentation, ça va englober le sommeil, le mouvement, c'est important de bouger. L'activité physique ou sportive, le fait de bouger, ça va faire circuler l'énergie, ça va faire circuler le flux sanguin, mais aussi ça va venir décongestionner. Si on fait des mouvements centrés au niveau du bassin, ça va venir décongestionner le bassin aussi, donner de la place aussi à l'utérus. Ça va être aussi également, comme j'ai dit, c'est les relations, les choix qu'on va faire au fil du temps. Tout ça a un impact direct sur le développement ou la diminution des fibromes. Donc, c'est vraiment notre vie, en fait, hein, qui fait qu'on aura des fibromes qui vont fluctuer ou pas. Et surtout, cette partie à ne pas négliger, c'est toute la partie émotionnelle. Ouais, c'est vraiment... Ça fait partie, en fait, de tous les facteurs à venir travailler, à venir explorer. Pourquoi ? Parce que le fibrome est multifactoriel. Et pour l'instant, les médecins ne connaissent pas la cause exacte des fibromes. Okay. Donc, c'est pour ça, travailler sur tous les plans permet d'avoir vraiment une meilleure qualité de vie et une meilleure santé, en fait. En tout cas, une santé beaucoup plus énergique. Qu'est-ce que tu dirais, toi, à une femme là, qui souffre depuis des années, qui commence à perdre espoir? Pour toi, ce serait quoi la meilleure décision à prendre là, pour retrouver de l'espoir? Je lui dirais que ce n'est pas parce qu'elle souffre depuis des années que tout est perdu, en fait. Parce que moi, j'ai accompagné des femmes qui ont souffert pendant des années et qui n'avaient pas encore forcément... Alors, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Soit la prise de conscience, soit la bonne méthode, le bon professionnel pour l'aider à aller mieux. Et surtout, en fait, je lui dirais de ne pas rester seule. Pourquoi ? Parce que déjà, le fait d'en parler, c'est déjà libérateur. Je dis toujours que libérer la voix, c'est 50% en fait de l'apaisement. Parce qu'on va apaiser son système nerveux, on va apaiser son corps, on va apaiser son esprit. Tomber sur des personnes, des professionnels qui sont à l'écoute, où on se sent comprise, où il y a de la bienveillance, ça a un impact aussi sur la femme qui est en souffrance. Parce qu'une femme qui est en souffrance, elle a besoin premièrement, d'apaiser ses symptômes rapidement. Mais une fois que ces symptômes sont apaisés, c'est lui expliquer aussi comment retrouver de l'autonomie, comment retrouver cette relation avec son corps où on se sent parfois en fait dépossédé, où on a l'impression qu'il est hors contrôle. C'est retrouver aussi cette reconnexion avec soi et apprendre à écouter ce qu'il nous dit. Pourquoi j'ai mal? Pourquoi ça fait tant d'années que je souffre? Qu'est-ce que mon corps essaye de me dire? Quel est le message? Et là, elle va commencer en fait à avoir des pistes de solutions, mais surtout être accompagnée par les bonnes personnes. Ça, pour moi, c'est d'une importance vitale. En fait, le message que j'aimerais donner à toutes les femmes qui vont écouter ton podcast, c'est que si on a des douleurs menstruelles, c'est qu'il y a quelque chose
à aller voir. Parce qu'en fait, lorsqu'on est dans nos menstruations, on peut avoir des petits picotements, on peut ressentir de la gêne, mais pas au point d'être plié en deux, pas au point d'avoir 10 sur 10 au niveau de l'intensité des douleurs. Et que juste attendre que ça passe, c'est pas forcément la solution. Pourquoi? Parce que je l'ai expérimenté par ignorance. Mais aujourd'hui, en 2026, il y a en fait du contenu pour pouvoir être aussi, devenir plutôt actrice de votre santé, d'aller faire aussi vos propres recherches, de, d'être dans le proactif en fait, vraiment. Ne pas attendre que la solution tombe du ciel et ne pas hésiter à aller voir un professionnel de santé, un autre ou d'autres thérapeutes parce qu'en fait, par exemple, les fibromes, c'est multifactoriel. Donc, bien sûr qu'il faudra aller voir un médecin, mais peut-être qu'on aura besoin d'un acupuncteur, peut-être qu'on aura besoin d'un psychologue, en fait, d'autres professionnels qui vont nous aider à aller de mieux en mieux dans notre vie. Oui, super. Merci beaucoup Virginie. Avec grand plaisir. Ça fait plaisir d'entendre tout ça, merci. Comment les personnes qui nous écoutent peuvent te retrouver et aller plus loin avec toi? Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on te retrouve? Alors, on me retrouve principalement sur Instagram et sur mon podcast. Alors, Instagram, c'est virginie.santéféminine. Ouais. Et sur mon podcast, c'est La puissance du féminin. Ouais, et le podcast que je recommande, parce qu'effectivement, tu as plein de détails sur le fibrome utérin, vraiment de précision sur ce sujet. Donc, merci beaucoup à toi. Avec plaisir. Vous venez de terminer le podcast Transgresser les règles. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce que vous venez d'entendre vous a parlé et si vous avez envie que ce podcast devienne une vraie constellation, vous pouvez lui laisser 5 étoiles et vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est un geste simple mais qui permet au podcast d'être plus visible et d'atteindre d'autres personnes qui vivent avec des douleurs menstruelles. Vous pouvez aussi partager cet épisode autour de vous. Parfois, une écoute partagée peut déjà faire une différence. Alors, merci pour votre soutien, il compte vraiment. Et si vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné pour apaiser vos douleurs menstruelles et que mon approche résonne pour vous, évidemment, vous pouvez retrouver toutes les informations sur mauderenard.com. Vous y découvrirez les différentes manières dont je propose d'accompagner les personnes concernées, à leur rythme et selon leurs besoins. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour continuer ensemble à transgresser les règles.